Ma fille a invité l'amant de sa mère à son mariage. Je lui ai dit que je n'y assisterais pas s'il venait. Elle l'a invité quand même, alors je n'y suis pas allé. Aujourd'hui, des années plus tard, elle souhaite renouer. Je n'étais jamais censé être le méchant dans la vie de ma fille. Elle s'appelle Noémie. Elle a 27 ans maintenant. Elle est belle, intelligente et têtue. Tout comme sa mère. Je l'ai élevée principalement seule après le divorce. Sa mère allait et venait, toujours occupée à se trouver. Ce que j'ai compris plus tard n'être qu'un code pour coucher avec quelqu'un d'autre, pendant que je faisais des doubles journées pour nous maintenir à flot. Solange et moi avons été mariés pendant 12 ans. Nous étions solides, du moins je le pensais. J'étais un père, un mari, un pourvoyeur. Je n'étais pas extravagant, mais j'étais constant, fiable. Je pensais que ça comptait pour quelque chose. Puis, une nuit, tout a commencé à s'effondrer. Noémie avait 10 ans. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Elle était assise à la table de la cuisine, travaillant sur un modèle du système solaire pour son cours de sciences. De petites boules de polystyrène peintes de couleurs vives étaient étalées devant elle, et elle était si concentrée, la langue entre les dents, comme elle le faisait toujours lorsqu'elle était absorbée. « Papa, dit-elle sans lever les yeux, tu peux aller chercher la colle dans le garage. »« Oui, chérie. »« Je reviens tout de suite, » lui dis-je en lui ébouriffant les cheveux en passant. Solange était à l'étage, soi-disant en train de prendre une douche. En me dirigeant vers le garage, j'entendis une vibration venant de la table. Je regardai, pensant que ça pouvait être mon téléphone. Ce n'était pas le mien. C'était celui de Solange. Le même modèle, la même coque, mais le sien avait une fissure dans le coin supérieur. Je n'aurais pas dû regarder. Je le sais maintenant. Mais il vibra de nouveau, et quelque chose en moi s'arrêta net. Je le ramassai. Un nouveau message. Je n'eus pas besoin de chercher. Il était là, sur l'écran verrouillé. Tu me manques déjà de la nuit dernière. J'aimerais que tu sois de nouveau dans mon lit. Je restai là, tenant le téléphone comme s'il pouvait me brûler la peau. Mon estomac se serra. Mes mains commencèrent à trembler. Je regardai le nom. Olivier. Olivier. Olivier était un ami de la famille. En fait, c'était mon ami. Nous avions travaillé ensemble des années auparavant. Nous étions restés en contact. Il faisait partie de notre cercle depuis aussi longtemps que je me souvienne. Nous l'avions reçu pour des dîners. Il venait à nos barbecues estivaux. Il jouait aux échecs avec moi dans le salon. Je l'avais conduit à l'hôpital lorsque sa mère était décédée. Il était comme un frère, et tout ce temps, il me trompait dans mon dos avec ma femme. Cette nuit-là, je ne l'ai pas confronté, je ne pouvais pas. Je suis resté là, fixant le message jusqu'à ce que les mots se brouillent. Mon cœur battait si fort que j'ai cru que Noémie pourrait l'entendre depuis la cuisine. Puis j'ai posé le téléphone, je suis allé au garage, j'ai attrapé la colle et je me suis assis à côté de ma fille pendant qu'elle pressait soigneusement Jupiter à sa place. Je lui ai souri. J'ai dit, ça a l'air super, Nat, je ne sais pas comment j'ai réussi à traverser ce moment, mais je l'ai fait. 2 jours plus tard, j'ai demandé le divorce en silence, proprement, sans dispute, sans sortie dramatique. Solange a essayé de l'expliquer aux amis, à Noémie, comme si nous nous étions simplement éloignés. Puis un jour, quand Noémie était avec moi, j'ai essayé de lui expliquer pourquoi j'avais demandé le divorce. Je me suis assis sur le bord de son lit, le même que j'avais monté quand elle avait 5 ans, avec des draps roses et des étoiles phosphorescentes, encore faiblement accrochées au plafond au-dessus de nous. Noémie avait 14 ans. Elle méritait de savoir la vérité sur la raison pour laquelle sa mère et moi nous séparions. Sur Olivier, sur la tempête silencieuse que j'avais endurée trop longtemps. Noémie, j'ai commencé, essayant de garder ma voix calme et posée. Je dois te parler de quelque chose d'important, à propos de ta maman. À propos d'Olivier? Elle leva les yeux de son téléphone avec une expression légèrement irritée. C'est à propos du divorce? Parce que maman m'a déjà dit. J'ai expiré. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a dit que tu avais abandonné, que tu n'étais plus heureux, que tu... Elle a hésité. Que tu étais froid, distant. J'ai regardé mes mains, mes paumes calleuses qui avaient porté plus qu'elle ne le saurait jamais. Noémie, il y a plus à ça. Ta maman et moi avons essayé, mais quelque chose s'est passé.
Quelque chose qui a fait plus mal que je ne peux l'expliquer. Elle croisa les bras, déjà sur la défensive. Tu es en train de faire passer ça comme si c'était entièrement de sa faute? Je ne la blâme pas, ai-je dit rapidement. Mais je ne vais pas mentir non plus, Noémie. J'ai pris une inspiration qui a ressemblé à du papier de verre dans ma gorge. Elle a trompé avec Olivier. Voilà. Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée. Noémie cligna lentement des yeux, puis laissa échapper un rire aigu, une note un peu trop haute. C'est dégoûtant, dit-elle. Pourquoi dirais-tu une chose pareille? Parce que c'est la vérité, ai-je dit doucement. Tu as vu à quel point ils sont devenus proches, combien il est présent. Noémie, je ne dis pas ça pour te faire du mal, mais je ne peux pas continuer à mentir pour protéger une version de l'histoire qui n'est tout simplement pas réelle. Ses yeux devinrent froids. Non, dit-elle platement. Tu mens. Je ne mens pas. Si, tu mens, cria-t-elle en se levant. Mon Dieu, pourquoi fais-tu ça? C'est comme ça que tu justifies de partir, peindre maman comme la méchante pour que tu n'aies pas à te sentir mal. Je me suis levé aussi, mais je ne l'ai pas touché. Noémie, j'ai tenu bon. J'ai avalé ma douleur pendant des mois pour toi, parce que je ne voulais pas que tu grandisses en la détestant. Mais tu es assez grande maintenant. Tu mérites de savoir. Je ne veux pas entendre ça, cria-t-elle en tremblant. Tu es juste amère parce qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre. Les larmes montaient à ses yeux, mais je savais que ce n'était pas à cause de moi. Ils n'ont rien fait de mal, dit-elle à bout de souffle. Tu essaies juste de me monter contre elle. Contre Olivier. Tu es cruel. J'ai eu l'impression d'avoir été frappé. Noémie, non. Elle a crié, arrête, arrête. Je ne veux pas entendre un mot de plus. Et elle s'est enfuie, claquant la porte derrière elle, si fort que les murs ont tremblé. Je suis resté là, au milieu de sa chambre, regardant l'endroit où elle me demandait de vérifier s'il y avait des monstres sous son lit. Et pour la première fois, j'ai réalisé que parfois, même quand on dit enfin la vérité, le mal est déjà fait. Alors j'ai cessé d'essayer de m'expliquer. Solange a emménagé avec Olivier avant que l'encre sur les papiers du divorce ne soit sèche. C'était il y a 17 ans. J'ai gardé des relations cordiales avec Solange. Pour Noémie, j'allais à toutes les réunions parents-professeurs, à toutes les pièces de théâtre scolaire. J'étais présent à ses matchs de football, à ses anniversaires. J'ai tenu sa main à travers les genoux écorchés et je suis resté éveillé tard pour l'aider avec ses devoirs difficiles. Je préparais les déjeuners, j'écoutais, j'étais toujours là. Quand elle a été acceptée dans son premier choix d'université, elle m'a appelé en premier. « Papa, je suis acceptée, dit-elle. » Sa voix vibrait de joie. « Mon Dieu, Nat, c'est incroyable. » J'ai ri. Je savais que tu y arriverais. Tu l'as mérité. Je te l'ai dit avant maman, dit-elle. Et quelque chose en moi, je ne sais pas. Ça s'est illuminé. J'ai pensé que ça signifiait quelque chose. J'ai pensé que peut-être elle comprenait. Peut-être que toutes ces années comptaient pour quelque chose. Alors, quand Noémie m'a appelé il y a quelques mois, sa voix débordante d'émotion, elle était heureuse, sincèrement heureuse. « Papa, dit-elle, je vais me marier. » J'ai souri si largement que mes joues me faisaient mal. « C'est incroyable, chérie. Raconte-moi tout. » Elle m'a parlé d'Alexandre. Il est gentil, respectueux, constant, comme toi, papa. Je n'ai pas pu parler pendant une seconde. Ma gorge s'est serrée. Mon Dieu, ça signifiait tout pour moi. Je suis fier de toi, Noémie. Tu me conduiras à l'hôtel, demanda-t-elle. Bien sûr, dis-je sans hésitation. Puis elle a fait une pause. Il y a quelque chose dont je veux te parler, à propos d'Olivier. Je veux qu'il vienne au mariage. Je suis resté immobile. Olivier? Oui, dit-elle. Il a été dans ma vie pendant longtemps, papa. J'ai avalé ma salive. Mes doigts se sont recroquevillés autour du téléphone. Tu me demandes d'être d'accord pour m'asseoir sur la même rangée que l'homme qui a détruit ma maison. Elle soupira. C'est mon jour. Je ne veux pas de drame. Olivier, il n'est plus ton ennemi, n'est-ce pas? Je n'ai pas crié, je n'ai pas juré. J'ai gardé ma voix calme. Noémie, cet homme m'a trahi. Il a trahi notre famille. Tu me demandes de faire comme si rien de tout cela ne s'était passé.
Je te demande de ne pas gâcher mon mariage, s'écria-t-elle. Je n'essaie pas de gâcher quoi que ce soit, dis-je, mais je ne peux pas m'asseoir là et faire semblant. C'est alors qu'elle l'a dit. Papa, tu es mesquin. Pas blessé, pas déçu, pas en conflit, mais mesquin. Je ne crois pas qu'elle l'ait dit pour me couper aussi profondément que ça, mais ça m'a complètement coupé. Je suis resté silencieux longtemps. Puis j'ai dit, j'espère que le mariage sera magnifique, Noémie. J'espère qu'Alexandre sera tout ce dont tu as rêvé. Et je lui ai dit, mais je n'y assisterai pas. J'attendais des larmes, des supplications, une sorte de confrontation, un moment où elle réaliserait ce qu'elle me demandait. Mais il n'y eut que le silence, un long et froid silence. Puis elle dit, comme tu veux. Et la ligne se coupa. C'était il y a 6 mois. Le mariage a eu lieu. Je n'y suis pas allé. Je me suis dit que je ne regarderais pas, que je resterais loin des réseaux sociaux, mais cette détermination a duré 3 jours. Un ami en commun m'a tagué sur une photo de groupe, sans le savoir, je suppose, que je n'y avais pas été. J'ai cliqué, et là, elle était. Solange, resplendissante en blanc comme un écho tordu d'une seconde mariée. Elle était aux côtés de Noémie, tenant un bouquet comme si c'était aussi son jour, comme si elle ne nous avait pas tous abandonnés toutes ces années. Olivier était à côté d'elle, souriant, lui tenant la main comme s'il s'était déjà assis dans mon salon, mangeant ma nourriture et riant de mes blagues pendant qu'il couchait avec ma femme dans mon dos. Et Noémie, ma fille, marchant dans l'allée à son bras. J'ai regardé cette photo jusqu'à ce que l'écran se brouille. J'ai eu l'impression d'être mort, ou pire, comme si je n'avais jamais existé, comme si j'avais été effacé de ma propre vie, proprement coupé du scénario. 2 semaines plus tard, j'ai emballé ces photos d'enfance, celles d'elle en costume d'abeille, son sourire édenté le premier jour d'école, le dessin qu'elle avait fait de notre maison avec le grand soleil dans le coin et « Papa » écrit au crayon non pas par colère, mais par deuil. Je ne pouvais plus regarder ces souvenirs, sachant qu'ils ne signifiaient plus rien pour elle. Ils étaient à moi maintenant, seulement à moi. Vers Noël, elle m'a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal. J'ai écouté la première phrase, je voulais juste dire, j'espère que tu peux passer à autre chose. J'ai arrêté, j'ai effacé, j'ai continué comme si c'était une phase, une dispute, comme si perdre sa place dans la vie de sa fille était quelque chose que l'on pouvait simplement passer à autre chose. Puis, la semaine dernière, quelqu'un a frappé à la porte. C'était Solange. Je ne l'ai pas reconnue au début. Elle avait l'air plus âgée, fatiguée, usée d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant, pas apprêtée ni maquillée comme sur les photos du mariage princier. Je ne l'ai pas invitée à entrer. Elle n'a pas demandé non plus. Je ne savais pas, dit-elle. Ne savais pas quoi. Elle baissa les yeux, tripotant la sangle de son sac à main. Elle pensait que tu étais parti parce que nous étions tombés en désamour. Je n'ai rien dit, je l'ai juste regardé. Elle a changé de position. Elle a relevé les yeux. Elle ne savait pas pour la faire. Je ne lui ai jamais dit. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, essayant de garder mon visage inexpressif, l'estomac noué. Elle a pris une inspiration. Elle a découvert le mois dernier. Olivier et moi avons eu une dispute. Il lui a tout raconté. Il lui a raconté comment nous avons commencé à nous voir, que nous étions déjà ensemble quand je t'ai quitté, qu'il venait quand tu travaillais de nuit. Elle est furieuse, Charles, dit Solange, sa voix plus douce maintenant. Vraiment furieuse. Elle dit qu'elle se sent stupide. La voix de Solange était calme, ni tremblante ni dramatique, juste usée, comme quelqu'un qui avait enfin réalisé que le mal était permanent. Elle a complètement coupé les ponts avec Olivier et moi. A-t-elle ajouté après une pause, comme une pensée après coup. Elle a déménagé de la région avec Alexandre la semaine dernière. Je n'ai rien dit. Il n'y avait rien à dire. Qu'est-ce que je pouvais offrir maintenant? Compassion, pardon, une clôture? Je n'étais plus sûr que ce soit à moi de les donner. Elle veut te parler, a continué Solange. Elle dit qu'elle comprend enfin ce que tu as traversé, que peut-être elle t'a jugé sans connaître toute l'histoire. J'ai hoché la tête, plus pour moi que pour elle. Il y avait une colère qui me traversait. C'était de la fatigue, une douleur silencieuse qui s'était asséchée en tissu cicatriciel depuis longtemps. Je lui souhaite le meilleur, dis-je finalement, mais je n'ai pas besoin de ce drame. Je sais avec certitude que c'est toi qui l'as empoisonné contre moi.
Ce n'est pas ma responsabilité de réparer ce que tu as brisé. C'était ton monstre. C'est à toi de le combattre. Solange cligna des yeux. C'est ta fille. Dit-elle doucement. Elle l'était, ai-je répondu. Ma voix ne s'est pas élevée. Pas besoin. Et je l'aimais suffisamment pour la laisser croire le meilleur de toi. J'ai avalé cette douleur pendant des années pour qu'elle puisse avoir 2 parents à aimer. Je me suis forcé à voir ton visage tous les 2 jours juste pour qu'elle ne me déteste pas. Mais quand elle l'a choisi lui plutôt que moi, sachant que j'avais toujours été là pour elle, c'était son choix. Je ne ferai aucun effort pour arranger quoi que ce soit. Solange semblait vouloir dire quelque chose, mais je ne lui en ai pas donné l'occasion. Je me suis retiré et j'ai fermé la porte. Certaines histoires ne se terminent pas par des feux d'artifice ou des retrouvailles ou un joli petit nœud. Certaines se terminent par une vérité tranquille. L'amour ne suffit pas toujours, pas quand la confiance est brisée. Je ne me suis pas éloigné par ressentiment. Je me suis éloigné parce que j'ai finalement accepté que parfois les personnes pour lesquelles nous saignons choisiront celles qui nous ont fait saigner. Et j'ai refusé de m'asseoir au premier rang et de sourire comme si rien de tout cela ne s'était passé. C'est le jour où j'ai lâché prise. Et je n'ai pas regardé en arrière depuis. Environ 6 mois plus tard, j'ai reçu une lettre, pas un SMS, pas un email, une lettre manuscrite glissée dans une enveloppe blanche sans adresse de retour. L'écriture était indubitable, le cursif de Noémie, la même qu'elle utilisait quand elle m'avait écrit une carte pour la fête des pères en CM2 et qu'elle avait appelée « Héros » comme « Héros ». J'ai encore cette carte quelque part, probablement rangée dans une boîte au grenier, cornée, tachée de colle d'un projet artistique oublié depuis longtemps. Je me souviens de son sourire quand elle me l'a donnée, fière de chaque mot mal orthographié. Je n'ai pas ouvert la lettre immédiatement. Je l'ai laissée sur la table de la cuisine pendant 3 jours. Je l'ai déplacée d'un bout à l'autre comme si elle marquait le temps, comme si elle avait un minuteur. Et quand je l'ouvrirais, tout exploserait. Deuil, mémoire, culpabilité. Je n'étais pas prêt, pas pour l'entendre réécrire le passé, pas pour me permettre l'espoir. Mais une nuit, je me suis servi un verre de bon Bordeaux, celui que je réserve aux soirées calmes et aux pensées aiguisées. Je me suis assis et je l'ai enfin lu. Papa, je ne sais pas comment commencer cela, sauf pour dire que j'avais tort. J'avais tellement tort. J'ai repensé à cet appel téléphonique tous les jours depuis. La suite de l'histoire, racontée par Noémie. Retrouvailles au cœur de Paris. Le mot « mesquin » me ronge le cœur maintenant. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai dit. Je crois que j'essayais de protéger quelque chose. Peut-être mon idée d'un jour parfait. Peut-être mon déni. Tu as toujours été là. Toujours. Quand maman a manqué mon récital de piano au conservatoire du Marais, tu étais là, les yeux brillants d'orgueil. Quand j'avais peur de passer mon permis de conduire, c'est toi qui m'as emmené faire le tour des parkings vides de la Défense jusqu'à ce que je maîtrise le créneau. Quand j'ai appelé en pleurs parce qu'Alexandre et moi avions une autre première grosse dispute, c'est toi qui as répondu à 2 heures du matin et qui m'a calmé avec une tasse de tisane et des mots réconfortants. Et quand je t'ai dit que j'allais me marier, ta voix s'est brisée de fierté. J'aurais dû le savoir. À l'époque, je pensais qu'Olivier n'était qu'une partie du passé. Une note de bas de page étrange. Je ne connaissais pas la profondeur de l'histoire. Maman m'avait fait croire que leur mariage s'était simplement dissous. Elle ne m'a jamais parlé de l'affaire. Pas avant qu'après le mariage, les choses avec Olivier ont commencé à se déliter et qu'il est devenu cruel, colérique. Il a dit des choses qui m'ont donné des frissons. Il m'a raconté des choses qu'il n'aurait jamais dû dire, et j'ai réalisé ce que tu avais enduré pendant toutes ces années. Tu n'as jamais fait passer maman pour la méchante. Tu m'as laissé l'aimer sans arrière-pensée. Tu ne m'as pas forcé à choisir. Mais quand je t'ai demandé de t'asseoir à côté de lui, de partager l'espace avec l'homme qui t'avait trahi, je t'ai forcé à choisir, et j'ai mal choisi. Je n'attends pas de pardon, je n'attends rien. Je voulais juste que tu saches que je le vois maintenant. Tout ça. Et je suis désolé de ne pas l'avoir vu avant. Je t'aime, papa. S'il y a un moyen de revenir, je l'attendrai. Le récit de Charles reprend. Noémie. J'ai pleuré. Je n'avais pas pleuré depuis des années. Pas lors du divorce, pas quand j'ai vu leurs photos de mariage, pas quand j'ai emballé les derniers vestiges de son enfance. Mais j'ai pleuré pour la fillette de 10 ans qui pensait que coller des planètes sur un carton était plus important que ce qui se brisait sous son toit.
J'ai pleuré pour l'homme qui était resté silencieux pour la protéger, et j'ai pleuré pour le père qui ne savait pas s'il entendrait un jour « Je t'aime » sans amertume. Mais je ne l'ai pas appelé. Pas tout de suite. Je suis resté avec la lettre pendant des mois, faisant tourner ces mots dans mon esprit comme une pierre polie. J'avais besoin de savoir si j'étais prêt à rouvrir cette porte, ou si je regarderais seulement à travers la fenêtre, l'observant de loin. 3 mois plus tard, je me suis retrouvé dans la quincaillerie locale, achetant de la peinture pour la chambre d'amis, celle que je n'avais pas utilisée depuis des années. Je comparais des échantillons de gris doux et de bleu pâle quand une petite fille a couru à côté de moi, traînant un tigre en peluche presque aussi grand qu'elle. Papa, a-t-elle appelé son père? Pourquoi certaines peintures disent coquilles d'œufs et ne sont pas faites d'œufs? J'ai souri en me souvenant de Noémie à cet âge, comment elle avait un jour insisté pour qu'il y ait de vraies paillettes sur ses cartes d'anniversaire. J'y pensais quand je l'ai entendue. Papa. Je me suis retourné. Elle était là, sans maquillage, les cheveux en chignon désordonnés, un sac de course pendu à ses doigts, ce même geste nerveux de se mordre la lèvre qu'elle avait quand elle volait des bonbons. Elle n'a rien dit de plus, elle est restée là, les yeux fixés sur les miens, comme si elle retenait sa respiration. Une petite larme a roulé sur sa joue, alors j'ai ouvert mes bras. Elle a laissé tomber son sac à mes pieds, et nous sommes restés là, dans le rayon 17, entourés d'apprêts et de vernis, jusqu'à ce que nous pleurions comme des étrangers qui avaient enfin retrouvé le chemin de la maison. Nous n'avons pas tout réglé en une étreinte, ce n'est pas comme ça que la guérison fonctionne, mais le lendemain, nous nous sommes retrouvés pour prendre un café au café de Flore. Et la semaine suivante, nous nous sommes revus, cette fois au musée d'Orsay. Nous avons parlé, nous nous sommes disputés, nous avons réappris à nous faire confiance. Je lui ai finalement raconté toute l'histoire. Non par vengeance, mais parce qu'elle méritait la vérité. Enfin, sans filtre. Elle est maintenant en thérapie, une vraie thérapie, du genre qui l'aide à déterrer les décombres de ce que sa mère et moi avons laissé derrière nous. Et elle attend un enfant, une fille. Quand elle me l'a dit, elle a ajouté « Je veux que tu sois dans ma vie, pas seulement comme grand-père. » Je lui ai dit « J'aimerais penser que je peux être le genre de père que tu veux comme modèle. » Elle a souri doucement et honnêtement, et j'ai dit « Oui, parce qu'aimer ne signifie pas toujours oublier la douleur. Parfois, cela signifie marcher ensemble à travers elle si vous êtes tous les deux prêts à saigner un peu pour revenir l'un vers l'autre. » Donc non, je n'ai pas regardé en arrière ce jour-là, mais j'ai laissé la lumière du porche allumée, et finalement, elle est rentrée à la maison. La douleur des silences et l'espoir d'un retrouvaille. La seconde histoire, racontée par le père d'Anna. Maintenant, pour la deuxième histoire. Je ne savais pas que je pouvais manquer quelqu'un que je n'ai jamais vraiment eu. Mais ma fille, Anna, me manque chaque seconde de chaque jour. Elle aura 6 ans la semaine prochaine. Elle adore les dinosaures, le tricératops est son préféré et les pop-tarts à la fraise. Elle est allergique aux chats, mais les aime quand même. Je sais ces choses non pas parce que j'étais là, mais parce que je me renseigne en secret, principalement par l'intermédiaire de ma mère. Elle suit Clémence, mon ex, sur Facebook, ou grâce à la seule fois où j'ai croisé la maîtresse d'Anna au supermarché. Une femme avec un cardigan taché de peinture sur les manches, l'air fatigué mais gentil. Madame Dubois, j'ai demandé, le cœur battant à tout rompre. Elle s'est retournée, a souri. Oui. Je suis l'oncle d'Anna, ai-je dit, priant pour que le mensonge ne reste pas coincé dans ma gorge. Je voulais juste savoir comment elle allait. Oh, Anna est un amour, dit-elle. Elle parle de dinosaures tout le temps. Vous devriez voir les dessins qu'elle fait, si détaillés. Et elle est toujours la première à aider si un autre enfant est triste. On voit qu'elle a un grand cœur. Je l'ai remerciée et je suis parti, les larmes aux yeux. Je n'ai pas serré ma fille dans mes bras depuis plus de 2 ans. Peut-être vous demandez-vous quel genre d'homme je suis, pour ne pas pouvoir voir ma propre fille. Peut-être ai-je tout gâché, peut-être ai-je été violent, peut-être ai-je disparu et maintenant je rampe pour revenir. Mais aucune de ces choses n'est vraie. J'étais là tous les jours depuis le moment où elle est née et qu'elle a enroulé ses petits doigts autour des miens. J'étais là. Clémence et moi n'avons pas commencé comme des ennemis. Bon sang. Nous étions amoureux depuis l'université à Aix-en-Provence. Elle était artistique, pleine d'opinions, magnétique. J'étais le gars ennuyeux, le type stable qui lui apportait des fleurs et lui ouvrait les portes de voiture. Nous étions bien jusqu'à ce que nous ne le soyons plus. La parentalité nous a changés. Ou peut-être n'a-t-elle fait que révéler les fissures que nous continuions d'ignorer.
Elle voulait la liberté, l'aventure. Je voulais la prévisibilité, la stabilité. Les disputes ont commencé pour de petites choses, l'apprentissage du sommeil, le biberon contre l'allaitement, le temps d'écran, mais elles ont grossi. Elles se terminaient par des cris, des accusations d'être contrôlant, ignoré, étouffé. Au moment où Anna a eu 3 ans, nous dormions dans des chambres séparées. Nous avons convenu d'un divorce à l'amiable pour son bien. Clémence a même dit que nous pourrions avoir la garde partagée, et pendant un temps, nous l'avons fait. Les week-ends étaient à moi. Les vendredis soirs, j'attendais près de la porte comme un adolescent avant le bal de promo. Nous allions au parc de la Tête d'Or à Lyon, mangions des crêpes, construisions des forts en coussin dans le salon. Elle m'a fait regarder Vaiana tant de fois que je pouvais réciter chaque ligne. De rien est devenue notre petite blague intérieure. Je vivais pour ces week-ends. Puis Clémence a rencontré quelqu'un de nouveau. Ce fut le début de la fin pour moi. C'était un entrepreneur en technologie. Costume coûteux, dents brillantes, toujours en train de parler de pleine conscience et de crypto-monnaie. Le genre d'homme qui n'avait jamais à vérifier son compte en banque avant de faire le plein d'essence. Un dimanche, Clémence n'est pas venue. Pas d'appel, pas de message. J'ai attendu au parc pendant 3 heures, tenant le dinosaure en peluche d'Anna d'une main et 2 chocolats chauds qui refroidissaient lentement de l'autre. Je n'arrêtais pas de regarder mon téléphone, d'appeler, d'envoyer des SMS. Rien. Le lundi est arrivé, le mardi, un silence. Quand elle a finalement répondu, ce fut un email de 3 phrases. J'ai décidé qu'il était préférable pour Anna de réduire votre implication. Elle a besoin de stabilité. Je vous contacterai lorsque je jugerai cela approprié. Aussi simple que cela. J'ai été effacé. J'ai déposé une requête au tribunal. Je me suis battu pour des visites. Elle a menti. Elle a dit que j'étais instable, émotionnellement manipulateur. Elle a ressorti une dispute d'il y a 2 ans, l'a tordue, l'a fait passer pour dangereuse. Son nouveau mari a proposé d'adopter Anna, m'a regardé dans les yeux et a dit « Vous devriez faire ce qui est juste et vous effacer ». Le juge a donné à Clémence la garde temporaire complète jusqu'à l'audience, mais cette audience a continué d'être reportée. Conflit d'emploi du temps, problème de santé mystérieux de Clémence. Mois après mois, plus d'1 an, chaque porte à laquelle j'ai frappé s'est refermée, alors j'ai commencé à faire la seule chose que je pouvais. Chaque dimanche, je conduisais jusqu'à leur quartier de Montmartre, non pas pour les traquer, juste pour être prêt. Je me gare plus bas dans la rue, près de la vieille clôture, à côté du parc pour enfants, celle avec la peinture bleue écaillée et les chaînes rouillées sur les balançoires. J'apporte un livre ou un jouet pour Anna chaque semaine. Je le laisse au pied de la clôture. Parfois, je reste assis pendant des heures, espérant qu'elle passera sur sa trottinette. La plupart du temps, non, mais une fois, elle l'a fait. C'était l'automne dernier, des feuilles partout virevoltantes sur le trottoir, l'air vif et plein de l'odeur du bois brûlé. J'étais assis sur le banc près de la clôture, faisant semblant de lire un livre sur lequel je ne pouvais pas me concentrer. Puis je l'ai vue. Elle arrivait du coin de la rue avec son beau-père et leur chien. Je me suis figé. Mon cœur battait si fort que j'ai cru que j'allais m'évanouir. Elle m'a vu. Son petit visage s'est illuminé une seconde seulement. « Papa » a-t-elle appelé. Elle a fait un pas vers moi, puis sa main s'est refermée sur son épaule comme une pince. Il a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Son sourire a disparu. Elle avait l'air confuse, comme si elle avait fait quelque chose de mal. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas salué, je n'ai pas parlé. Parce que si je l'avais fait, si j'avais osé franchir cette ligne invisible, ils auraient dit que je violais l'ordonnance, que je harcelais, que j'étais dangereux. Alors je suis resté là et je l'ai regardé s'éloigner. Puis je suis rentré chez moi et j'ai pleuré jusqu'à en vomir. Mon appartement ressemble à un sanctuaire pour elle, pour nous. Des centaines de dessins qu'elle m'a fait, des gribouillis au crayon sur du papier d'imprimante, des serviettes de restaurant où nous allions avec de petits visages souriants ou son nom en lettres tremblantes, des élastiques à cheveux, des bagues en plastique à moitié cassées de machines à bonbons. Parfois, je ramasse une des bagues, la tiens comme une relique, comme si elle pouvait encore porter la chaleur de ses doigts. Elle pense probablement que je l'ai abandonnée, mais je ne l'ai pas fait. Je lui écris des lettres toutes les semaines. Je ne les envoie pas, je n'y suis pas autorisé, mais je les écris. Certaines sont stupides, sur une crêpe magique qui l'emmène sur la lune. Certaines sont juste des listes.
Les 10 meilleurs parcs pour enfants, les 5 meilleures saveurs de glace. Tous les noms que je veux donner à notre prochain poisson rouge. Certaines sont remplies de rage. Des pages de frustration, de tristesse déguisée en fureur. Mais la plupart ne sont que moi la suppliant de se souvenir juste un peu, juste assez pour que je puisse revenir. La semaine dernière, son école a appelé. Une femme avec une voix douce a dit « Monsieur Dubois, votre fille Anna a dit à sa maîtresse qu'elle s'ennuyait de son papa, mais qu'elle n'était pas sûre s'il était réel. Pas sûre si j'étais réel. Je suis réel, je suis là. Alors j'ai engagé un autre avocat, j'ai contracté un prêt, et je retourne au tribunal le mois prochain. Qu'ils me décrivent comme instable, désespéré, trop émotif. Très bien, je suis désespéré. Je suis émotif. Je suis un père qui ne veut rien d'autre que d'être dans la vie de sa fille. Et je continuerai à m'asseoir sur cette clôture tous les dimanches jusqu'à ce que je la revoie, parce que je refuse d'être effacé. La salle d'audience était plus froide que je ne l'avais imaginé. Non, la température, mais le sentiment clinique distant, comme si les gens assis là ne décidaient pas du destin d'une petite fille de 6 ans qui appelait encore son crayon préféré, jaune, au lieu de bleu. Clémence était assise en face de moi dans un tailleur pantalon bleu marine. Elle ne m'a pas regardé une seule fois. Son nouveau mari était à ses côtés. Cette même expression arrogante, comme un homme qui connaissait déjà la fin, comme s'il avait gagné un prix. Mon avocat s'est penché vers moi et a murmuré « Restez calme, sans émotion, sans interruption. » Facile pour lui de dire ça. Il n'a pas eu à s'asseoir là et à entendre Clémence me traiter d'erratique. Il n'a pas eu à l'entendre dire qu'Anna faisait des cauchemars après nos week-ends, que j'étais obsessionnel, que je refusais de lâcher prise, sans preuve, juste des mots, et parfois au tribunal, c'est tout ce qu'il faut. Puis ils ont fait venir les témoins à charge. La meilleure amie de Clémence a pris la barre. Elle a dit que j'étais possessif pendant le mariage. Sa mère n'arrêtait pas de dire qu'elle s'inquiétait pour la sécurité d'Anna autour de moi. Puis est venu le conseiller scolaire, quelqu'un que je n'avais jamais rencontré. Il est resté assis là, calme comme un étang, et a dit que la cohérence était cruciale pour Anna. Un changement pourrait nuire à son développement. Je voulais crier, me lever et hurler. Je n'ai rien fait de mal. J'aime ma fille. Je veux juste savoir de quoi elle rêve. Je veux l'entendre rire à nouveau. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté là. Chaque muscle de mon corps tendu par la retenue, par la douleur. Puis ce fut mon tour. Mon avocat s'est levé. Sa voix était ferme, professionnelle, il a présenté toutes les preuves. Les registres de mes visites, les week-ends annulés brusquement sans préavis, les emails que j'ai envoyés pour demander des nouvelles, les lettres que j'ai écrites à Anna, les cadeaux que je laissais sur la clôture de son école chaque semaine, qu'il pleuve ou qu'il vente. Le juge a levé les yeux de ses notes, plissant légèrement les yeux. Vous avez laissé des objets sur la clôture de son école toutes les semaines pendant plus d'1 an? J'ai hoché la tête. Ma voix est sortie rauque. Je voulais qu'elle sache que je n'étais pas parti, que j'étais toujours là, que je n'ai jamais cessé de l'aimer. Il y a eu une pause, un silence si profond qu'il semblait que toute la salle avait cessé de respirer. Et puis le miracle est arrivé. Le juge s'est penché en avant. Je veux entendre l'enfant, a-t-il dit, par l'intermédiaire d'un psychologue désigné par le tribunal. J'ai appris plus tard que lors d'une séance, Anna avait dit au thérapeute « Je me souviens des câlins de papa. Je veux retourner à l'endroit des crêpes. » Elle ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas la voir. On lui avait dit « Papa ne veut plus te voir. » Je me suis effondré là, en pleine salle d'audience. Je me fichais de qui me voyait, je me fichais de l'image que je donnais. J'ai pleuré comme un homme à qui on venait de rendre une partie de son âme. Le juge n'a pas accordé la garde complète. Pas encore, mais il a ordonné des visites supervisées, une réintégration lente. Il a appelé cela une « espérance prudente ». La première rencontre a eu lieu dans un lieu neutre. Des poufs pour enfants partout. Des murs peints dans des couleurs pastel douces, évoquant les tableaux d'un artiste du quartier latin. Je suis arrivé 1 heure plus tôt. Le samedi précédent, j'étais passé devant une petite boutique de jouets à Saint-Germain-des-Prés et j'avais acheté un carnet de dessins et des crayons de couleur, me remémorant nos après-midi au jardin du Luxembourg. J'étais pressé de nouveau. Chaque seconde semblait une éternité. Et puis la porte s'est ouverte. Elle est entrée, tenant un tigre en peluche. L'assistante sociale était à ses côtés.
Elle paraissait plus grande. Ses cheveux étaient plus longs, mais ses yeux, ces grands yeux curieux que je regardais autrefois en lui donnant de la compote de pommes, étaient toujours les mêmes. Je me suis levé. Ma voix tremblait. Bonjour. Elle m'a regardé, prudente, en silence. L'assistante sociale s'est agenouillée à ses côtés. Anna, tu sais qui c'est? Anna m'a regardé, ses yeux cherchant mon visage. Puis elle a hoché lentement la tête. Mon papa. Je suis tombé à genoux, j'ai ouvert mes bras. Je n'y ai même pas pensé. Elle a couru vers eux. Je l'ai serré dans mes bras, je ne sais pas combien de temps, assez longtemps pour oublier à quel point j'avais été brisé. Ses petits bras se sont enroulés autour de mon cou, et je jure que l'univers a recousu certains de mes morceaux. Nous avons joué avec des puzzles. Elle m'a parlé de sa première année à l'école, de sa maîtresse, de son livre préféré, d'une amie appelée Clémence. Elle a dit que je lui manquais quand les étoiles sortaient, et juste avant de partir, elle s'est rapprochée. Sa voix était un murmure. Tu peux venir dimanche prochain? J'ai avalé ma salive. J'ai hoché la tête. Je serai là chaque dimanche. La guérison est lente, mais elle est possible. 9 mois se sont écoulés depuis cette première visite. Nous avons maintenant la garde partagée à 50-50e. Elle passe une semaine sur 2 avec moi. Mon appartement, autrefois calme, stérile et trop propre, est maintenant une explosion chaotique de paillettes, d'autocollants et de chaussures de Barbie. Il y a une tiare sur le comptoir de la cuisine, un chef-d'œuvre inachevé fait au crayon sur le réfrigérateur. Je marche sur des Legos au milieu de la nuit et je ne jure même plus. Enfin, pas à voix haute. Elle entend tout maintenant. Elle m'observe avec ses grands yeux, comme si j'étais magique, comme si j'étais en sécurité, comme si j'étais chez elle. Clémence me lance toujours des regards noirs pendant les échanges. Son mari ne parle jamais, il reste juste là, les bras croisés, comme s'il était sculpté dans le ressentiment. Mais je m'en fiche, je ne me bats plus contre eux, je me bats pour elle. Anna, ma fille, me demande maintenant des histoires pour dormir. Chaque soir où elle est avec moi, elle se blottit à mes côtés avec son tigre en peluche, remonte sa couverture jusqu'à son menton et dit « On peut refaire l'histoire du tigre ?» Bien sûr, mon cœur, dis-je, et je commence. Il était une fois un petit tigre courageux qui s'était perdu. Il a marché à travers des forêts venteuses et des chemins pluvieux, et juste au moment où il pensait qu'il ne retrouverait jamais son chemin, il a vu une clôture, et derrière elle, à l'attendre chaque jour, il y avait son papa tigre. Elle ne sait pas que c'est notre histoire. Pas encore. Un jour, je lui raconterai tout. Un jour, je m'assiérai avec elle, je lui donnerai la boîte. Celle qui est pleine de lettres, celle que je n'ai jamais pu envoyer. Celles écrites sur des serviettes, des enveloppes, des morceaux de papier de cahier. Certaines remplies de rage, d'autres d'espoir, certaines à peine lisibles à travers les larmes, celles qui m'ont fait tenir quand je ne savais pas si je la reverrais un jour. Et elle saura. Elle saura que je n'ai jamais cessé de l'aimer, pas une seule seconde. Chers auditeurs, veuillez partager vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Merci.